Donc ce matin, nous commençons par une session sur deux territoires emblématiques du Pire-Seine, qui sont la Bassée, dont on a déjà eu l'occasion de parler hier, avant-hier, et les rivières périurbaines, les petites rivières périurbaines, périurbaines, ce serait mieux, dont on a également parlé pour montrer les enjeux qu'elles représentent pour les collectivités d'aujourd'hui. Cette année, nous allons nous focaliser sur un apprentissage une amélioration de la connaissance de ces territoires à travers des méthodes physiques et géomorphologiques, à travers 3 exposés. Le premier sur l'imagerie thermique. Donc la session s'intitule « Nouvelles approches pour comprendre le fonctionnement des milieux aquatiques ». Et donc la première exposée sera sur l'imagerie thermique pour comprendre comment ça se passe sur le territoire de la Bassée en lien avec son milieu hydrique. Donc ça sera par Faisal Rejiba. Ensuite, nous aurons une analyse très fine d'une petite rivière périurbaine qui est le Morbihan. Et l'exposé nous montrera ce que nous apporte cette analyse très fine géomorphologique sur la connaissance de cette rivière. Et en troisième, donc ça sera Frédéric Gob qui nous fera l'exposé. Et enfin, nous reviendrons sur la plaine alluviale de la Bassée, où nous mettrons en avant, les orateurs mettront en avant l'intérêt du temps long pour comprendre l'évolution de cette plaine alluviale en travaillant par des études qui ont été faites sur des anciens bras de la Seine, vieille Seine, petite Seine, et nous dirons exactement où ils ont travaillé. Et l'exposé sera à 2 voix avec Arnaud Huguet et Damien Huyghe. Tout de suite, je donne la parole à Faisal pour le premier exposé. Je te cherchais. Alors, attends. Ouais. Tu descendras par là. Attends, je te le mets. Peut-être que je l'ouvre. Oui. Tu mets en PPT. Ouais, tu mets en PDF. Il est bien en PDF, affichage, et puis j'ai un affichage plein écran, normalement, s'il veut bien. CTRL L. Tu le vérifies là sur l'écran ce qu'il voit. Ok. Ça marche pas. Je peux le PPT, ça ira. Vas-y, ouais. Je crois que ça, parce qu'ici, il y a le fait que ça soit retranscrit. C'est mieux en PPT. Moi, je fais ce qu'on me dit. Ok. C'est ça pour descendre, pour la suivante. C'est le pointeur en haut. Ok. Bien. Je peux enlever mon masque. Je peux enlever. Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Faisal Rejiba, je suis professeur de géophysique à l'université de Rouen au M2C, et donc j'ai le plaisir de vous présenter. Ah, je ne peux pas bouger beaucoup apparemment. Ça va être difficile. Ah, tu crois? Bien. Donc je vais vous présenter des travaux en cours qui ont débuté, allez, on va dire, il y a 1 année et demie, 2 années, et qui se sont concrétisés cette année à travers 2 stages de M2, un peu d'implication des anciens, mais surtout des travaux de Sophie Aubier et d'Alexandre Ayari, donc qui ont fait leur stage de M2 à GEOPS avec Emmanuel Léger et moi-même. Et donc l'objectif de cette présentation est un peu de vous présenter les premiers résultats, pas finis naturellement, puisque ça s'intègre dans toute la phase, en thermique sur une zone test près de la route de Vesoul, près de l'Écluse. Alors d'un point de vue contextuel, merci. Attends. Parce que j'ai un peu de mal à parler en restant coincé. Du coup, c'est mieux. Merci. Bien, donc d'un point de vue contextuel, l'idée est de travailler en gros à l'échelle régionale sur un paramètre qui est parfaitement connu d'un peu l'ensemble de la communauté, qui est la température. Sauf que le souci que l'on rencontre, c'est qu'habituellement, quand on mesure la température, on la mesure très ponctuellement. Et cette température est un marqueur très, très, très intéressant pour essayer de remonter au flux hydrique. Alors nous, on n'a pas la prétention d'aller jusque-là pour l'instant, on travaille en amont. Et la problématique qui s'est posée, elle est la suivante. Si la température, c'est un marqueur majeur, il y a un souci de passage à l'échelle entre une mesure habituellement faite, très ponctuelle, et des questions qui concernent de très grands espaces, et en particulier à l'échelle régionale.
Donc ce que l'on constate en gros, c'est que les variations de température, qu'elles soient du sous-sol, sol ou atmosphériques, c'est donc un marqueur très pertinent. Naturellement, ces variations de température que l'on essaie d'interpréter, elles sont impactées par un certain nombre de choses, le climat naturellement, mais aussi évidemment, ou du moins on le suppose grandement, les grands aménagements, qu'ils soient hydrauliques ou autres. Et donc l'idée de ces travaux, c'est un petit peu de s'intéresser à tout ça. Et pour cela, on a constaté, on est parti d'un certain nombre de difficultés. Donc les difficultés, c'est qu'en gros, le passage à l'échelle entre une mesure de température très locale et celle que l'on pourrait avoir lorsque l'on vole, quelle que soit l'altitude par ailleurs, s'accompagne d'un énorme biais. Or, on s'est dit, d'une certaine manière, est-ce que l'on peut exploiter les mesures de température que l'on acquérerait en volant pour pouvoir un peu mieux estimer, de manière spatialisée, les mesures de température que l'on mesure habituellement, ponctuellement au sol. Et donc en gros, dans le cadre de ces travaux, il s'agit d'apporter des briques après briques concernant des protocoles de calibration et de validation, un petit peu, de mesures de température au sol, interpellées sous contrainte par des mesures de température en drone, à terme, je l'espère, en avion, voire avec des données satellitaires. Donc dans le cadre de cette présentation, ça va se faire un petit peu en deux étapes. Il y a un premier verrou qui consiste à dire on est capable de mesurer cette mesure de température à plusieurs profondeurs dans le sous-sol. Alors quand je parle de sous-sol, on est bien d'accord, on est sur des profondeurs inférieures à 1 mètre, ce qui est en gros l'interface. Ça reste néanmoins un élément significatif. Bien. Et il faut être capable de faire parler ces mesures de température à plusieurs profondeurs pour pouvoir essayer de remonter à la seule chose qui parle a priori à ceux qui interprètent, ce sont les propriétés thermiques. La température en tant que telle, c'est la mesure. Mais ce qui sert, entre guillemets, pour pouvoir comprendre, ce sont les propriétés thermiques, qu'elles soient la conductivité, la chaleur spécifique ou autre. Et la deuxième étape, une fois qu'on a un petit peu avancé sur ce premier point, c'est de se dire, est-on capable, à partir d'une mesure au sol, de la spatialiser à l'aide de mesures thermiques en vol à partir de mesures de la surface. C'est-à-dire, en gros, afin de comprendre, ou du moins si on considère que les gradients de température, les variations de température sont liées au flux hydrique, le fait de pouvoir spatialiser à l'échelle, entre guillemets, du bassin, ces propriétés thermiques en proche sous-sol, ça devrait apporter beaucoup plus d'informations que de devoir interpréter des mesures très ponctuelles. Alors, pardon. Voilà. Donc la première étape a consisté à se dire où est-ce que l'on va commencer par mesurer ces mesures thermiques pour définir ces protocoles, parce que l'idée est d'aborder en gros un développement méthodologique. Donc en gros un processus, un workflow. On a décidé de s'installer sur une parcelle sur laquelle on a eu gentiment accès, qui est tout près de l'écluse de Vézou. C'est une parcelle qui est ici, l'écluse est là, qui fait à peu près 2 hectares, et sur laquelle, en gros, on nous a autorisé à installer un certain nombre de mesures de température très proches de la surface. Je vais y revenir. Et c'est sur cette parcelle-là que l'on va faire un premier test de passage à l'échelle, en essayant d'interpréter les mesures en fonction de la profondeur, et 2, en essayant de spatialiser sur l'ensemble de cette parcelle-là les mesures de température à partir, ou contraintes, à partir des données radiothermiques en drone, radiométriques, pardon, en drone. Alors, la première étape, et c'est quelque chose qui est en général pas fait malheureusement, c'est que quand on décide d'installer des capteurs dans le sol pour mesurer n'importe quoi, l'idée est de se mettre sur des zones représentatives. Et la notion de représentativité, c'est une notion parfaitement subjective, dans un premier temps. Et l'idée est de la rendre un peu plus objective. Et pour aider, il faut avoir une idée, je dis bien une idée, de la variabilité interne du sous-sol. Donc en gros, ce que l'on fait, on prend notre parcelle et on lui fait une sorte d'IRM, afin de savoir en gros
les parties où cette parcelle est à peu près homogène, grosso modo d'un point de vue physique, et les parties de cette parcelle où elle ne l'est a priori pas. Pourquoi? Parce qu'après, une fois qu'on va essayer de faire parler les données drones vis-à-vis des mesures au sol, la spatialisation va être extrêmement, entre guillemets, impactée par les mesures de température au sol. Donc si on les met tous dans un même endroit, c'est-à-dire qu'ils répondent de la même manière, alors que le terrain est très variable, en fait, ce que l'on va interpoler ou ce que l'on va essayer de spatialiser ne sera pas représentatif de l'ensemble. Donc ce travail-là, il est fait de manière relativement standard, avec des méthodes géophysiques standards. Ici, je vous montre des cartes. Alors, c'est des belles cartes de couleurs. C'est des cartes qui ont une certaine signification, c'est-à-dire, en gros, elles illustrent la variabilité d'un paramètre qui s'appelle la conductivité électrique, que vous connaissez très bien, que l'on mesure dans l'eau habituellement, mais qui se mesure naturellement dans le sol, sur une profondeur inférieure environ au mètre. Et donc, on a une sorte d'IRM, on a une idée de la variabilité de notre parcelle au regard de ce paramètre-là. Je vous passe les détails comme quoi cette grandeur est aussi liée quelque part aux propriétés thermiques. Donc, du coup, ça nous aide un petit peu aussi. À partir de, j'allais dire, cet instant zéro de la caractérisation du sous-sol, on peut décider de l'endroit où l'on va poser nos capteurs de température. Donc, cette démarche-là, elle est essentielle, elle est faisable, elle est applicable dans le cadre d'une parcelle de 2 hectares. J'ignore pour l'instant comment on pourra la porter lorsqu'il s'agira de travailler sur toute la bassée. Néanmoins, on l'applique voilà, sur une parcelle de 2 hectares. Une fois qu'on a un petit peu zoné, j'allais dire, la variabilité de notre parcelle, on décide d'y mettre des capteurs de température et on choisit les zones à peu près représentatives. Donc on essaye de ne pas mettre tout au même endroit, mais de bien taper, pardonnez-moi l'expression, sur toute la variabilité de notre parcelle et on y implante des trucs faits maison, une tige en plastique sur lesquels on colle 4 capteurs de température, des PT100 pour ceux qui connaissent un petit peu. Rien de bien standard, hein, ça ne nécessite pas de prix Nobel, mais c'est d'une fiabilité remarquable et surtout d'une autonomie suffisante pour ne pas à chaque fois y avoir à y revenir. Et c'est grâce à ces petits dispositifs, s'il veut bien, voilà, qui font 50 cm donc de long et on a mis 4 capteurs, l'un à 5 cm que l'on espère de la surface, 15, 20 et 50 cm. Bien. À partir de là, on mesure des séries. Je vais y revenir un petit peu plus. Donc ça, c'est les dispositifs standards de mesure de température. Je ferme aussi une porte que, j'allais dire, je vais probablement réouvrir tout à l'heure. Ce sont des mesures de température uniquement. On ne fait pas de mesure de pression ou de charge dans le sous-sol. C'est des questions qui vont arriver plus tard. Une fois qu'on a choisi l'endroit où on met nos capteurs, une fois qu'on a décidé de la petite technologie basique pour faire ces mesures à plusieurs profondeurs, bah maintenant on va essayer d'interpréter nos séries de mesures. Et pour cela, il y a 2 méthodes standards. La méthode où l'on considère en gros que le terrain sur 50 cm ou un peu moins d'1 mètre, il est plus ou moins homogène. C'est une hypothèse qui est parfaitement discutable, mais elle a l'avantage de permettre une interprétation des données de température presque à la volée. Bien. Et il y a la deuxième étape. Il y a un bip qui est truqué, j'espère que c'est pas le timing, non? Excusez-moi. Et donc, d'accord. Et donc la deuxième étape consiste en gros à essayer d'interpréter un modèle du sous-sol et pour aller droit au but, comme ça je ne perds pas trop de temps, lorsque l'on fait des mesures à la tarière, on remarque naturellement qu'on a un peu de terre arable et puis que le deuxième terrain est une sorte de limon qui surplombe au bout d'1,5 mètre un calcaire fracturé qui correspond à peu près au socle. Alors ça, c'est pour ce que l'on observe directement sur un certain nombre de sondages quand on a pu le faire. Et ça permet d'avoir une idée un petit peu de ce à quoi on va s'attendre naturellement. Donc on a notre sondage ici à la tarière, la terre arable, grosso modo, hein, j'allais dire l'humus, les limons, et puis à partir d'1 mètre, grosso modo, c'est pas extraordinairement visible, ici on a 1,32 m, on commence à avoir des gros blocs de calcaire et on n'arrive plus à creuser. La nappe, à ce niveau-là, sur toute la partie, entre guillemets, partie en gros nord et est, étonnamment, la nappe n'est pas accessible à plus d'1 mètre
alors qu'elle apparaît à moins, j'allais dire, de 70 cm dans une petite zone qui a été appelée la mare. Elle porte bien son nom. Alors, on va essayer d'aller un peu plus vite maintenant. Donc, en gros, on en est à un point où on a nos séries de températures. Je vous passe les détails là aussi, mais des choses intéressantes, c'est qu'on est capable, à partir de ces séries, dont on voit à chaque profondeur du bleu foncé très près de la surface, c'est pour ça qu'elles réagissent beaucoup, et les bleus clairs, rouges et verts de plus en plus en profondeur, celles qui sont le plus atténuées étant les capteurs qui sont le plus profonds, on arrive à remonter à, entre guillemets, toutes les périodes de retour des phénomènes et des variations. Et donc on observe naturellement la variation journalière, là, le gros pic, entre deux capteurs, c'est-à-dire en gros un capteur à 5 cm et à 15 cm. Bon, on voit qu'ils réagissent de manière journalière liée au climat. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette information-là, elle permet de remonter au retard entre les deux séries de températures et elles permettent de montrer qu'il faut à peu près 7 heures pour que le pic de celui de la surface arrive à celui qui est un peu plus profond. Et cette information, normalement, à la volée, permet de remonter d'abord à la diffusivité, qui est un paramètre intéressant d'un point de vue thermique. Bien. Le seul problème, c'est que ce paramètre il est apparent et donc il suppose que le milieu est homogène. Là, pour aller à un truc intéressant, et là je vais accélérer, oh là là. Donc on a en gros sur ce graphe-là des mesures en drone qui ont été faites à toutes les heures pendant une journée, c'est pas vrai? Si? Et donc on montre aussi qu'à partir de ces mesures drone, pendant toute la journée, on est en mesure d'avoir et de comparer ces mesures en drone qui donnent de la mesure de température à partir de la surface, ici, sur une journée. On est en mesure de les comparer avec les mesures en profondeur à 5 cm. Pour pouvoir interpréter tout ça, on choisit une période de température assez calme, où on évite qu'il y ait un orage entre-temps, et on utilise un logiciel qui a été produit par Agnès et l'école des mines, Ginette, pour essayer de remonter un petit peu à la manière dont les paramètres du sous-sol varient. Je vous montre 2-3 tâches et je n'y vais y passer que 20 secondes. Grosso modo, on a les paramètres chaleur spécifique et conductivité thermique. Et qu'est-ce qu'on dit à Ginette? On lui demande en gros de balayer tous les paramètres thermiques sur un intervalle raisonnable et de nous sortir le profil de paramètres physiques le plus probable. Et la courbe rouge, c'est ce que ça donne pour la chaleur spécifique et la conductivité thermique. C'est donc une des manières, je dis bien une des manières, de retrouver les propriétés du sous-sol à partir de mesures de température à plusieurs profondeurs. Le truc un peu plus fun, c'est que maintenant, il va falloir spatialiser ces informations-là, et donc on a des mesures en drone entre 6 heures du matin et 17 heures, donc sur à peu près 12 heures. Les petits timbres-postes correspondent aux variations de température rendues par le drone. Et en gros, l'idée est d'utiliser ces timbres-postes, ces valeurs de température obtenues par le drone, comme contrainte pour pouvoir spatialiser, interpoler les valeurs de température à 5 cm du sol. Et donc, en gros, la première contrainte, c'est qu'il faut s'assurer qu'il y ait un fort lien linéaire entre ces mesures en drone et les mesures du sous-sol. Ce qu'a priori, ces mesures-là et les points verts, qui sont les mesures de température à 5 cm, sachant que cette droite-là, c'est la 1 sur 1 entre la température drone et ici la température du sous-sol. La température à 5 cm est relativement bien reliée, je dis bien reliée, à la température du drone. Ce que l'on doit faire aussi, je ne sais pas s'il y a des gens qui font un peu de satellitaire, c'est que la végétation a un impact considérable et qu'il faut essayer de corriger tant bien que mal les températures obtenues sur du couvert végétal, et ce n'est pas ce qui manque. Donc il y a un petit travail de classification et de correction qui est fait à partir de la donnée visible, c'est-à-dire de photos, faites en drone également. Ce travail-là montre très clairement que... je vais y arriver, et je vais essayer de conclure le plus vite possible. Voilà. Les points rouges, la partie noire ici correspond en gros à la température que l'on mesurerait au même endroit, mais sur un couvert végétal relativement haut. Ce qui explique très clairement en gros qu'il faut faire ce genre de correction. On ne peut pas se laisser
s'il y a des arbres, des grands arbustes, c'est entre guillemets un traitement qui est indispensable. Je tiens à préciser que ceux qui font du satellite sont obligés de faire ça, et même en drone aussi. Bien, je suis sur la fin, pas d'inquiétude. Ce qui veut dire en gros qu'à partir de la photo de la parcelle, à partir d'une carte de température en drone, et vous voyez la densité, entre guillemets, les variabilités que l'on a lorsqu'on a un capteur radiométrique aéroporté. Ce que l'on a, on définit une variable dite primaire, donc notre température du sol, on définit une variable dite secondaire, mais très renseignée et très dense, celle obtenue par le drone. Et ce que l'on essaye de faire, et là je vous épargne le détail du modèle qui va bien, on interpole, donc c'est en géostatistique, le terme clé c'est cocrigeage. Je vous renvoie à ce petit lien qui est très vulgarisateur, c'est parfait. Et on peut obtenir notre carte, tant bien que mal, de température, ici pas de propriété thermique, à 5 cm de profondeur sur l'ensemble de la parcelle. Et comparé aux quelques points de calibration obtenus, on a une certaine continuité. Alors, la clé dans tout ça, à partir de cette carte, entre guillemets, produite sur l'ensemble de la parcelle, de température interpolée à 5 cm de profondeur, on valide le fait que sur cette carte-là, cette courbe orange et la courbe rouge correspondent en gros aux données du sous-sol et aux données de la carte interpolée. Ça veut dire qu'on obtient quelque chose de similaire. Grosso modo, à partir de la carte interpolée, on rend compte des données de température mesurées dans le sous-sol. Et c'est là la clé, parce que ce qui a été fait en drone, à court terme ou à moyen terme, c'est la diapo de conclusion, l'idée est naturellement d'essayer de passer à des données aéroportées et, je l'espère, à des données satellitaires suivant le même workflow, le même protocole d'interprétation, toujours nécessitant malgré tout de mettre quelques capteurs de température à plusieurs profondeurs à des endroits clés. Voilà, écoutez, je vous laisse découvrir un petit peu les travaux qui vont suivre. Il y a quelques mots un peu barbares, mais ils sont indispensables, donc je ne vais pas trop les décrire. Et je pense que la dernière, c'est un merci. Voilà. Merci Faisal. Je trouve que c'est important aussi qu'on ait des exposés qui étaient clairs, compréhensibles, mais qui montrent qu'on est quand même très en amont par rapport aussi aux attentes. On a une attente sur ce territoire de comprendre les flux d'eau, les flux hydriques. Et là, l'équipe met en place une nouvelle méthode et on voit bien la difficulté, toutes les difficultés techniques, toutes les difficultés pratiques qu'il faut surmonter pour arriver au résultat attendu. Et ça, je te remercie de nous le rappeler. Voilà, les recherches qu'on vous présente sont de manière générale le fruit de longs travaux et de réflexions nécessaires dans le temps. Là, il y a le temps pour quelques questions brûlantes. On a une question immédiate ici. Donc... Oui, merci. Quand j'étais jeune chercheur, donc c'était Benoît Le Saffre, actuellement président du comité des partenaires, mais qui était un jeune chercheur dans le domaine de l'eau, donc il y a longtemps déjà. J'avais des collègues qui travaillaient avec le thermique par télédétection, parce qu'il n'y avait pas de drone à l'époque, sur les performances des périmètres irrigués. Et ce que j'avais retenu de leurs travaux, c'était que c'était la végétation qui commandait la réponse thermique. Et c'était d'ailleurs grâce à ça qu'on pouvait mesurer la performance. Et parfois aussi, dans une optique de gestion, de pouvoir donner des indications aux gestionnaires du périmètre irrigué pour apporter l'irrigation. Et donc, voilà, donc je suis très intéressé par le fait que vous arrivez à accéder à la température du sol, donc sur le plan pédologique, on dira sol, alors qu'on considérait à l'époque que c'était quelque chose qui avait peu d'influence sur la réponse thermique, sur le signal. Comment vous pouvez aborder la séparation un peu des choses? Est-ce que vous auriez par exemple la possibilité d'avoir un terrain assez proche sur le plan pédologique, pas loin, avec une couverture végétale différente, pour pouvoir justement faire le départ entre le facteur végétation et puis le sol sous-sol?
Merci pour cette question qui pose les vrais problèmes pour le coup. Et donc la parcelle en tant que telle, lorsqu'on voit sa variabilité du sous-sol en géophysique, déjà, on a, entre guillemets, la variabilité de ce que l'on ne voit pas. La classification qui a été faite à partir des photos, de la partie visible, elle permet de découper, de zoner la parcelle vis-à-vis du couvert végétal. Donc d'une certaine manière, la démarche a été, il faut pouvoir zoner non seulement le couvert, mais le proche sous-sol aussi. C'est l'idée de la géophysie initiale et de la classification à partir du visible après. Et la démarche habituelle, c'est un terme un peu technique qu'on appelle une sorte de déconvolution. Donc on retire l'effet a priori et de la variabilité du sous-sol, mais celle-là on la cherche, de la couverture végétale qui va avec, et dans l'absolu aussi de la microtopographie. C'est-à-dire nos collègues en douce du CEREMA nous ont fourni aussi, sur demande, la microtopo associée à la parcelle. Donc oui, maintenant je ne dis pas qu'on arrive à le faire, mais par contre on a toutes les briques pour le faire. Et le travail, c'est de le faire bien sur la parcelle, sachant que ce qui nous pend au nez à grande échelle, ça va être sportif. Oui, le mot et l'adjectif est bon. Merci pour ces précisions, Faisal. Et on va passer à la deuxième présentation. Laurent. Frédéric, je te propose de venir à la tribune. Alors, on va en profiter pour... Oui, bien sûr. Tu reviendras aussi pour les questions tout à l'heure. J'essaie de te l'installer, mais je crois que tu vas le faire mieux que moi. Alors, bonjour à tous. Je vais enlever ça. T'as le pointeur Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, ça devait être Lucille 2008 qui devait présenter, faire cette présentation. Donc, elle me demande de bien vouloir l'excuser et donc que je la remplace au pied levé. Hein, j'ai appris ça ce matin. Donc, je vous demanderai de bien vouloir m'excuser pour les éventuelles approximations qui seront faites durant cette présentation. Donc ici, on va présenter les avancées du travail de thèse, enfin d'une partie de la thèse du travail de Lucille, qui porte sur les réponses hydromorphologiques d'un petit cours d'eau francilien qui est extrêmement urbanisé, c'est-à-dire le Morbras. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce bassin versant en particulier? Parce qu'en fait, on travaille depuis quelques années maintenant au sein du laboratoire sur les trajectoires, les évolutions de ces petits cours d'eau de la région parisienne qui ont connu une urbanisation très importante ces dernières années. Vous voyez ici sur cette carte l'évolution depuis le 19e siècle de l'urbanisation dans la région parisienne. Et en fait, ces petits cours d'eau peuvent sembler relativement anodins, mais ils sont de plus en plus présents dans les paysages. Il y a de plus en plus une volonté, notamment de nature en ville. Ils sont très urbanisés, mais ils représentent des opportunités, notamment dans le cadre de la restauration écologique. Et il y a de plus en plus de projets qui concernent ces cours d'eau. Autant sur les grands cours d'eau navigables, la restauration est difficile parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Autant sur ces petits cours d'eau, même s'il y a des enjeux de type notamment protection des inondations, il y a beaucoup à faire pour essayer d'améliorer la qualité de ces milieux. Et pour ce faire, on a toujours besoin de connaissances sur ces milieux, puisque ce sont des milieux qui sont très urbanisés, dont le fonctionnement est relativement peu connu. Et donc on essaye d'apporter un peu des connaissances sur ce milieu, notamment sur leur évolution, sur leur histoire récente, et puis sur comment ils réagissent pour pouvoir documenter au mieux et prévoir au mieux les restaurations. Donc ces petites rivières périurbaines, ce sont des études qui sont assez peu étudiées. Or, c'est un réseau hydrographique qui est important, qui représente un très large pourcentage du réseau hydrographique francilien. C'est des petits cours d'eau pour lesquels on n'a pas toujours des données facilement accessibles, et donc il y a beaucoup de données à acquérir sur le terrain. Alors maintenant, si on s'intéresse plus particulièrement au Morbras, alors il y a des animations, désolé, je découvre les animations.
Hop. Alors si on s'intéresse plus particulièrement au Mortbras, donc c'est un petit bassin versant, 51 km² qui fait 17,7 km de long, avec un débit qui sont très faibles, hein, mais qui peuvent varier assez fortement. Notamment, il y a eu cet été, le 14 juillet, une montée très rapide suite aux gros orages qu'il y a eu cet été, avec notamment des débordements importants par endroits et sur certains petits affluents, des incisions assez fortes. Donc il y a une problématique ruissellement qui est très importante dans ces petits cours d'eau et des réponses hydrologiques qui peuvent être très rapides. On est ici sur un affluent de la Marne. Désolé, on interrompt juste une petite minute. On va nettoyer la zone et on va donner un FFP2 à Frédéric Cobb, puisque la raison pour laquelle Lucie Demilville n'est pas venue, c'est parce qu'elle a été testée positive au Covid hier, et que du coup, M. Cobb est qu'à contact. Voilà. Donc, du coup, on va nettoyer le plan ici, on lui donne un FFP2. Et puis, il va falloir parler peut-être un petit peu plus fort. Voilà, désolé, Frédéric, tu affiches ça. Ouais, de toute façon, c'est bon. Ouais, bon voilà, j'espère que vous comprendrez encore moins ce que je raconte. Ça complique encore plus le... bon voilà. Donc, un petit bassin versant, très urbanisé. Vous avez ici une photo aérienne de l'urbanisation et vous voyez que la rivière, elle oscille entre traversées de villes, dans Pontault-Combault, dans Roissy-en-Brie, et puis à Laval, dans Sucy-en-Brie, et puis des zones qui sont plus rurales avec des grandes parcelles agricoles ou des parcs et des zones plus boisées. Donc on a une alternance en fait d'occupation du sol, et une des questions qui se posaient, c'était est-ce qu'on a quelque chose qui est très homogène en termes de réponse, hein, puisqu'on a des entrées d'eau importantes dans les villes dès la partie amont du bassin versant. Et une des questions était notamment de se dire, voilà, on a les villes, est-ce que c'est quelque chose qui est très homogène et finalement qui se prolonge dans tout le bassin versant, ou est-ce que cette occupation du sol variée impose une hétérogénéité dans les réponses morphologiques? Alors, à l'image de la carte de l'Île-de-France que j'ai montrée tout à l'heure, le bassin versant a connu une urbanisation relativement continue depuis les années 50, avec malgré tout une accélération depuis une quarantaine d'années, avec la construction de grands ensembles, notamment à Sucy, à Pontault-Combault, etc. Donc c'est ce que vous voyez ici sur la carte, avec la courbe en bas à gauche, la surface urbanisée et l'augmentation du nombre de la population. Hein, on arrive à un taux d'urbanisation qui aujourd'hui est près de 40% dans le bassin versant. Alors, donc, l'objectif ici, c'est de quantifier l'impact de cette urbanisation. Hein. On sait que d'un point de vue hydrologique, ça a été bien montré que quand plus on avait de terrain imperméabilisé, plus on allait avoir des réponses rapides des débits aux précipitations, hein, donc un caractère flashiness, donc de crues rapides, suite au ruissellement et à la perméabilisation des sols. Et donc l'idée, c'est de voir quelle est la réponse hydromorpho de tout ça, sachant que la réponse attendue, c'est évidemment plutôt une incision, une érosion des berges, etc. L'idée, c'est d'essayer de caractériser les variations longitudinales de tout ça sur le chenal et définir des formes d'altération géomorpho associées à ces entrées d'eau beaucoup plus importantes. Et puis réfléchir à comment est-ce qu'on peut considérer ça dans le cadre de la restauration écologique. Alors, pour ce faire, puisqu'on essaye d'essayer de voir un petit peu et de déterminer l'hétérogénéité longitudinale de ces réponses, en fait, on a dû mettre en place un relevé à haute fréquence. On ne pouvait pas se contenter de juste faire quelques prélèvements locaux pour essayer de voir un peu comment ça répondait, mais on a essayé de faire ça à haute fréquence sur le chenal et dans le chenal des objectifs des réponses de la rivière, couplés à des relevés de tous les aménagements anthropiques qui pouvaient contraindre éventuellement ces évolutions. Donc en fait, Lucille a passé de nombreuses heures les pieds dans le cours d'eau, a fait des relevés le long de profils en travers qui ont été positionnés sur les seuils, donc les radiers plutôt du cours d'eau. Donc chaque fois qu'il y avait un radier, il y avait un profil qui était relevé sur lequel on mesurait la largeur à plein bord, le profil, la hauteur en plein bord. On caractérisait le substrat, la nature des berges et la végétation. Ensuite, parallèlement à ça, il y avait un relevé de tous les aménagements, de toutes les contraintes éventuellement anthropiques qu'on pouvait trouver le long du cours d'eau, donc que ce soit des ponts, d'éventuels seuils de moulins ou
protection de berges, et puis toutes les entrées d'eau, donc toutes les buses qui amenaient de l'eau, éventuellement les eaux de ruissellement pour les orages. Alors, on a travaillé sur ces données à plusieurs échelles différentes, à l'échelle du transect, et puis pour essayer de prendre un peu en compte et de moyenner un peu, de diminuer l'impact des variations naturelles de largeur de la rivière. En fait, on a moyenné sur une dizaine de transects à l'amont du transect donné. Donc, vous avez ici, donc on a travaillé sur une échelle, une fenêtre glissante de 10 transects. Pour donc de 9 profils à l'amont d'un transect donné. Ensuite, on a travaillé pour certains paramètres à l'échelle de 15 profils en travers et pour d'autres paramètres, comme la sinuosité par exemple, à l'échelle de 50 profils en travers. Donc en fait, on a des fenêtres qui changent un peu de taille pour pouvoir déterminer différents paramètres et avoir un maximum de paramètres qui permettent de déterminer la caractéristique hydromorphologique du cours d'eau. Alors ensuite, voici un petit organigramme qui vous montre après comment est-ce qu'on a traité les données. Donc on a des données hydromorphologiques, la géométrie du lit, le nombre de radiers, la longueur des radiers, la pente, la sinuosité, des caractéristiques du substrat et la proportion de bedrock qui affleure dans le fond de la rivière. Donc ça nous a permis de caractériser la rivière. Et puis d'autre part, on a des variables de contrainte qui sont les variables anthropiques dans le système, comme par exemple là où on a des berges qui sont protégées, des rejets d'eau pluviale, la taille de ces rejets, le nombre d'obstacles, que ce soit des ponts, des choses comme ça, ou des seuils, et puis le couvert, donc l'occupation du sol à proximité du cours d'eau. Donc ce qu'on a fait, c'est à partir des paramètres hydromorphologiques, on a fait une classification, une typologie, pour voir si on avait une logique spatiale de ces différentes formes de cours d'eau, et puis on a croisé ça avec les variables hydromorphologiques. Alors, hop. Alors, d'abord, le premier constat, maintenant on en arrive au résultat, le premier constat, c'est qu'on a une rivière qui est pratiquement partout présente des formes d'une incision et d'un élargissement important de la rivière. Ça se voit très bien avec les aménagements anthropiques, qui sont les buses, par exemple, ou comme on le voit sur la photo, ici en haut à droite, des murets qui sont perchés, parfois jusqu'à 1 mètre, 1,50 m, plus haut que la rivière, le niveau de la rivière, donc qui témoigne que la rivière s'est bien incisée. On a des lits qui sont par endroits ici très très larges et qui semblent être beaucoup plus larges que ce qui pourrait être attendu, et évidemment plus profonds, avec des hauteurs de berge parfois supérieures à 2 mètres. Et puis il y a par endroits, comme ici, alors attendez, hop, ça ne marche pas. Voilà. Comme ici, on voit un peu mal sur la photo, mais il y a beaucoup d'endroits où en fait le substrat, donc caillouteux attendu dans la rivière, a complètement disparu, et c'est le bedrock qui affleure, et ça c'est à de très nombreux endroits. Donc ça c'est le premier constat. Effectivement, on a une rivière qui présente des réponses hydromorpho à une urbanisation forte, ce qui était attendu. Maintenant, l'idée c'était d'essayer de quantifier ça, et donc pour faire ça, on a utilisé un modèle régional que peut-être certains connaissent, c'est basé sur des modèles CARIS pour caractérisation hydromorphologique. C'est des modèles qui existent à l'échelle de la France entière et dont il y a un modèle qui existe pour la région dite table calcaire, qui est la région autour du bassin parisien, grosso modo, et qui propose des relations entre la taille d'un bassin versant et la largeur et la profondeur de la rivière. Ces relations, elles sont construites à partir d'un jeu de données de stations de référence, d'accord, et qui permet de dire, bon voilà, des stations qui sont relativement peu anthropisées. C'est les points noirs que vous voyez ici. Donc ici, c'est une courbe qui donne ici la profondeur moyenne, à plein bord par rapport à la taille du bassin versant, et ici la largeur moyenne à plein bord par rapport à la taille du bassin versant. Donc en fait, on a utilisé ces modèles en se disant, ben voilà, ça c'est le modèle régional, d'accord. A priori, ce qui est attendu dans les rivières qui ont une anthropisation limitée dans leur bassin versant. Et donc, on va regarder comment se positionne le Morbras par rapport à ces rivières. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a aussi bien pour la profondeur que pour la largeur, on a une grande majorité des points qui se trouvent systématiquement au-dessus du système. Et si on regarde un peu plus en détail, en gros, on a en moyenne, pour tous les transects sur lesquels on a travaillé, une surprofondeur, donc une zone qui est des rivières qui sont plus profondes d'une 50aine de centimètres par rapport au modèle, et des largeurs qui sont en moyenne plus larges d'1 mètre par rapport au modèle, avec des pics qui vont jusqu'à plus de 2 mètres en largeur et plus d'1 mètre en profondeur. Donc on a des rivières qui sont effectivement, cette petite rivière urbaine, une rivière qui est plus large qu'attendue selon ces modèles théoriques.
Alors, ce qu'on voit aussi sur ces modèles, hein, c'est qu'on a une variabilité assez forte. C'est-à-dire que donc, les points qui sont ici, ce n'est pas chaque transect, c'est chaque fois des moyennes de transect. Donc normalement, puisqu'on moyenne sur une dizaine de transects, on devrait un peu gommer la variabilité. Or, on voit très bien ici qu'il y a des zones dans lesquelles les largeurs et les profondeurs sont beaucoup plus basses, d'accord, et des zones où on est vraiment sur des zones de pic. Donc en fait, on voit que ce n'est pas régulier et homogène. Et donc, on aurait pu se dire, ben voilà, dans cette rivière, il y a une eau massive qui arrive depuis l'amont, et puis des entrées d'eau importantes dans les zones urbaines depuis l'amont, et puis c'est renforcé par différentes villes le long du tracé. Et on pourrait se dire, ben, ça va se cumuler, et puis on va avoir une rivière de plus en plus grande au fur et à mesure qu'on va vers l'aval. Et on voit que ce n'est pas tout à fait le cas, et que les écarts au modèle ne sont pas beaucoup plus importants à l'aval qu'à l'amont. Du coup, on a essayé de faire une classification, donc on a fait une typologie de ces cours d'eau, de ce cours d'eau, de ces tronçons de cours d'eau. Voilà. Ça va trop vite. Voilà. Alors, vous voyez peut-être mal les couleurs, mais vous voyez qu'en fait, ici, il y a, vous devinez ici dans les classes, qu'il y a 5 classes différentes, qui se répartissent, alors avec des zones qui sont, par exemple, très homogènes, où ici, on voit qu'on trouve énormément la classe 4. Ici, on retrouve la classe 3 en majorité, ici, la classe 2, et puis ici, dans les traversées de ville, comme Pont-au-Combo, par exemple, ou ici, à la Queue-en-Brie, on retrouve pas mal de la classe numéro 1. La classe 5 est surtout représentée ici dans le parc du Morbras, où on a une rivière qui est très sinueuse. Et en fait, c'est que chacune de ces classes ont des caractéristiques communes, avec pour la classe numéro 5 une forte sinusité et la présence de nombreux radiers. Dans la classe 4, ici, on a de nombreux radiers, une sinusité qui est un petit peu moins forte. Dans la classe 1, on a très peu de radiers et une rivière assez large. Dans la classe 3, je crois que c'est celle-là, ouais, c'est ça, on a le bedrock qui affleure presque partout. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais donc ça permet de déjà voir qu'en fait, on a une hétérogénéité et qu'en fait, on a certains types de formes fluviales, finalement, qui apparaissent dans le bassin versant et qui ne correspondent pas forcément à une logique amont-aval ou directement connectée à la traversée des villes. Ensuite, on a classé ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous voyez, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais on a croisé ça avec finalement la présence d'aménagements anthropiques, comme par exemple ici. Vous devinez peut-être qu'ici, on a regardé par exemple avec le taux de berges végétalisées ou ici le taux de berges érodées. En imaginant que là où on a des berges érodées, ça veut dire qu'on a une rivière qui est relativement dynamique, et les berges végétalisées, on a quelque chose de relativement stable. Alors ici, on a des réponses un peu contre-intuitives. C'est que dans les villes, par exemple, où on imagine qu'on a des entrées d'eau les plus rapides, là où il devrait y avoir le plus d'érosion, en fait, la classe 1, par exemple, qui est très présente en ville, on voit qu'on a des berges végétalisées de façon très importante et qu'on a en fait très peu d'érosion de berges. Alors, attendez, en fait, il y avait une petite animation, voilà. Et hop, la réponse ici, tac, voilà. Donc on a très peu d'érosion de berges dans les villes et une végétalisation des berges très importante. Ce qui est un peu contre-intuitif, sachant qu'on a des lits qui sont quand même relativement larges et qui nous donnent quand même une information que, en fait, il n'y a pas que le fonctionnement naturel, entre guillemets, ou en tout cas purement physique du système qui conditionne les conditions hydromorphos qu'on rencontre aujourd'hui dans la rivière, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, en creusant un peu le système, que dans les traversées de ville, il y avait eu soit des opérations de restauration de première génération, c'est-à-dire qu'on avait essayé de redonner un cadre un peu sympa à la rivière en retalutant les berges et en végétalisant les berges, ce qui fait qu'on a des berges qui sont assez végétalisées et assez larges, d'accord ? Ou alors, à l'inverse, on a protégé des inondations et donc on a en fait enfoncé le lit et là aussi, on a stabilisé les berges. Donc en fait, dans ces traversées de ville, on a une réponse qui est très très impactée par l'histoire récente des aménagements anthropiques sur le lit de la rivière. Alors, je vois le temps qui file, j'accélère. Alors, voilà les quelques conclusions. Alors, évidemment, on pourrait décliner ce genre de commentaires avec l'ensemble des paramètres qu'on a mesurés, comme par exemple le nombre de buses ou la présence des seuils, ou sur des informations intéressantes en termes d'hydromorphologie, c'est-à-dire qu'en plus des surlargeurs et des surprofondeurs, on voit aussi, par exemple, la disparition par endroits, mais pas à d'autres, de la présence des radiers, donc qui sont très importants, hein, qui fait un peu écho à ce qu'on a dit hier sur la Mauldre, par exemple. Pour les frayères, par exemple, on voit qu'il y a des secteurs où il n'y a pas du tout de radiers et d'autres où il y en a beaucoup plus et que leur fréquence est beaucoup plus importante. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, on a une hétérogénéité assez forte de ces réponses de ces petites rivières et que du coup, quand on va réfléchir à la restauration, il va falloir se poser des questions. On ne va pas pouvoir appliquer le même type de restauration partout puisque les rivières n'ont pas répondu de la même façon partout. Dans des zones qui sont un peu moins contraintes, la rivière, elle s'adapte un peu plus, elle va recharger
son substrat par de l'érosion latérale à certains endroits, alors que dans les villes, par exemple, elle ne l'est pas. Et puis la suite de l'histoire, de ce que va raconter Lucile dans sa thèse, c'est d'essayer de remettre tout ça dans un temps un petit peu plus long, en essayant de raconter la trajectoire du cours d'eau sur ces quelques derniers siècles, voire ces quelques milliers d'années, pour essayer de raconter, voilà, l'histoire a évolué comme ceci, et aujourd'hui, le constat qu'on fait sur ces formes fluviales actuelles, elles sont héritées de ces 2000 ans d'histoire, et notamment 2000 ans d'aménagement du bassin. Je vous remercie. Merci Frédéric, pas de souci, on est là pour ça. Merci pour cet exposé qui nous montre qu'en fait il faut vraiment faire des analyses fines pour comprendre ce qui se passe sur une rivière, et quand on veut rénover une rivière comme la Bièvre, je ne suis pas sûre que dans leur plan d'aménagement de la Bièvre, la complexité du système et l'ensemble des paramètres à prendre en compte pour en faire une rivière autre que juste pour faire beau dans la ville, a été pris en compte. Voilà. Des questions brûlantes? Brûlantes, pas brûlantes, je vois rien du tout avec le flash. Pardon. Merci. Jean-Marc Bouchy, syndicat de l'Orge. Je suis très interpellé par cet exposé là, sur les petites rivières, puisque l'Orge est une petite rivière avec ses affluents. La question de l'incision des cours d'eau en zone urbaine est très courante et très criante. On a beaucoup de cours d'eau qui s'enfoncent très fortement. Et c'est lié, vous n'avez pas parlé beaucoup aussi au transport solide. C'est-à-dire que la morphologie ou les berges, c'est une chose, les seuils et le substrat, c'est une chose aussi, mais le transport solide conditionne beaucoup les dynamiques d'érosion. Et donc en zone urbaine, il n'y a plus ces phénomènes de transport solide, puisqu'il y a moins d'apport de limon, de sable et de solide par les surfaces imperméabilisées. Et donc, on se retrouve souvent à l'aval des secteurs urbanisés avec des très très fortes dynamiques d'incision parce qu'il n'y a plus du tout de transport solide. Donc, ça peut expliquer aussi en partie les résultats que vous avez obtenus, mais je trouve que c'est un paramètre qu'il faudrait aussi intégrer. Oui, bien sûr, c'est évidemment important. Et le résultat de ces incisions et de ces élargissements, c'est un résultat qui est le fruit d'une modification du débit solide et du débit solide de la rivière. Évidemment, les deux vont ensemble, et c'est bien lié au fait qu'à un moment donné, la rivière n'a plus suffisamment de sédiments dans son lit par rapport à la quantité d'énergie que les apports d'eau amènent, qui fait que la rivière, elle va servir soit dans le fond, soit dans les berges, et donc elle va accentuer l'incision ou l'érosion latérale. Avec un lien qui est très fort avec aussi le type de substrat qui est sous la nappe de cailloux, puisque une fois que la nappe de cailloux a été évacuée, on tombe alors, dans ces rivières, que ce soit sur l'Orge, mais aussi sur le Maurois, par endroits, soit sur des dalles de très grossiers, des blocs de grès par exemple, soit sur de l'argile qui est plus résistant. Et donc la rivière a vraiment du mal à s'inciser, donc généralement elle se stabilise, et puis alors elle va attaquer les berges, ce qui fait que dans un premier temps on a de l'incision, et puis après on a de l'érosion. Mais effectivement, il y a une question sur le transport solide très important. Dans le cadre de cette thèse, malheureusement, on n'a pas fait de mesure du transport, donc c'est pour ça que c'est moins présent. Mais en fait, il est présent à travers la présence des radiers, qui sont en fait une manifestation de la présence de ce transport ou de l'absence de ce transport solide, et par les différents types de granulométrie qu'on va trouver dans le fond de la rivière. Donc évidemment, on le considère de façon centrale dans notre problématique, sans malheureusement le faire des mesures précises. S'il n'y a pas d'autres questions brûlantes, je vais passer... Ah, pardon, je ne l'ai pas vue. Elle est où? Pardon. Bonjour, Bruno Tassin du LISU. Merci pour votre présentation. En fait, vous montrez au début qu'il y a quand même une évolution très rapide du bassin versant sur les 40 dernières années. Est-ce que vous avez eu la possibilité d'avoir accès à des représentations photographiques du site pour voir comment est-ce qu'on voit quelque chose sur les conséquences à court terme de cette urbanisation sur la morphologie du Morbihan, ou est-ce qu'il n'y a rien ?
Alors, on peut avoir un certain nombre de photos qui montrent des choses, mais c'est difficile de faire des mesures précises parce que c'est assez hétérogène et les photos qu'on peut avoir obliques dans le courant du 20e, elles sont, il n'y en a pas partout et elles sont, voilà, souvent c'est orienté sur un moulin, par exemple, des choses comme ça. Donc, les lignes d'eau perturbent un peu. Par contre, on a sur le Morbras un certain nombre de profils en travers qui ont été mis en place, alors un peu sommaires, mais qui donnent quand même des altitudes du fond du lit et de la plaine, qui ont été faites dans les années en 64 pour la mise en place d'un égout dans le fond de vallée. Et donc, en fait, on a repositionné des profils sur ces mêmes profils, et ça confirme tout à fait les mesures qu'on a fait par rapport au modèle Caris, où on voit que sur ces profils, on a en moyenne une cinquantaine, enfin entre 20 et 50 cm d'incision depuis les profils de 64, et pareil, des élargissements de l'ordre de 1-2 mètres en fonction d'où on se trouve. Donc ça va tout à fait dans ce sens-là. Donc on a un calage chronologique en 1964 précis, alors pas continu malheureusement, on n'a que 2 zones dans notre système, mais qui vont tout à fait dans le sens de ce qu'on a vu. Ouais. Dernière question. Oui. Donc bonjour, Sarah Feuillette de l'Agence de l'eau. Je m'interrogeais sur quand vous parlez de berges végétalisées, il y a quand même plusieurs types de berges végétalisées, la ripisylve, pas de ripisylve, etc., qui ne retiennent pas de la même manière, par exemple, les ruissellements. Est-ce que vous avez différencié ces berges végétalisées ? Alors, je ne me souviens plus exactement dans le protocole de Lucille. Lucille pourrait mieux répondre que moi, mais je pense qu'on a en fait, on s'est rendu compte lors d'une étude qu'on a fait préalable avec la thèse de Marion Jugy sur la mer en thèse, qu'il y avait, en fait, la dynamique, parce que c'est ça qu'on voulait mesurer particulièrement, c'était vraiment la dynamique de retrait de la berge ou de recul de la berge. Et en fait, elle était très corrélée au fait qu'on a une berge qui était absolument nue ou végétalisée. Et végétalisée, ça pouvait être même des ronces, parce que là on est dans le chenal, hein, donc en fait dans le chenal il y a relativement peu d'arbres, surtout qu'on s'incise, donc ils sont plutôt au-dessus. C'est surtout soit de l'herbe, particulièrement quand ça a été taluté et qu'en fait ça a été planté, soit toutes sortes de végétation qui pouvaient pousser. Et on voit une corrélation assez fine entre tout type de végétation, sans les caractériser, et ce recul de berge. Mais c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir quelque chose de plus précis, et ça a par ailleurs été fait dans un relevé, dans une autre étude parallèle, hein, par notamment Manon Le Tournaire qui est ici à côté, dans le cadre de l'étude globale du Morbras, où là on a un relevé très fin de types de végétation qu'on rencontre le long du Morbras. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je donne tout de suite la parole à Arnaud Huguet et Damien Huyghe pour le dernier exposé de cette session. On revient sur la Bassée, sur sa plaine alluviale et sur la Petite Seine. Et là, cette fois-ci, sur le temps long. Et le temps très long par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Vous remontez au néolithique, c'est ça ? Vous remontez depuis le néolithique. Alors, non, plutôt pupitre ou plutôt ici, micro ? J'ai tout désinfecté. Ok, super. Le pointeur, c'est... Merci. Bonjour à tous. Alors, comme pour la précédente présentation, donc ça devait être quelqu'un d'autre qui devait présenter, Jean-Louis Grumeau. Là, c'est pas pour des raisons de Covid. Jean-Louis a une fenêtre de tir pour aller faire du terrain en Nouvelle-Calédonie, donc il nous regarde en ce moment de très loin. Alors, du coup, on va faire cette présentation à deux avec Arnaud, et nous, on va vous parler du coup de l'évolution des paysages, voilà, dans la zone de la Petite Seine depuis le néolithique. Et ce qu'on va proposer, c'est une reconstitution voilà, des tracés du cours de la Seine au cours du temps et replacer ça dans son contexte paléo-environnemental. Je suis trop loin, c'est ça ? Ouais, merci. Hop. Voilà. Alors, quand on s'intéresse aux zones que sont les plaines alluviales, et notamment aux dépôts sédimentaires qui vont être associés, voilà. Donc c'est le schéma qui est à gauche ici. Donc ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que ce sont des zones qui sont assez hétérogènes d'un point de vue remplissage sédimentaire. Hein. Donc vous avez ici un schéma un petit peu idéalisé. On voit un cours d'eau ici, voilà, qui va venir déposer à l'intérieur des boucles de méandres du sable en gris et qui va venir migrer latéralement. Et ce qu'on s'aperçoit en regardant les choses à un petit peu plus grande échelle, c'est qu'on va avoir des zones ici qui vont correspondre à d'anciens cours de cette rivière, hein, et dont le remplissage est caractérisé par des dépôts argileux. Donc le processus associé à tout ça, hein,
À chaque fois qu'il y a un événement un petit peu extrême, comme une grande crue, il peut se produire des abandons des chenaux de cette rivière. La rivière coulait ici dans un premier temps, et suite à une grande crue, on va générer ce qu'on appelle une avulsion régionale, et la rivière va s'écouler désormais ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des abandons de chenaux qui peuvent se produire soit à l'échelle régionale, voilà, la rivière change de cours, soit à plus petite échelle, on a ce qu'on appelle ici un recoupement de méandres, et cette partie de la rivière va être également abandonnée. Alors l'abandon, comment ça se produit, on va avoir, voilà, lorsque le cours d'eau change, la formation d'un bouchon sableux qui va venir obstruer l'ancien cours d'eau, et la partie aval va être remplie uniquement par des dépôts de crues, et donc on va avoir des dépôts qui vont être uniquement argileux, qui vont venir combler cette ancienne partie du réseau. Voilà, et ça peut aboutir à ce qu'on appelle des lacs d'abandon, des oxbow lakes, dont on voit un remplissage partiel ici, un lac qui est complètement déconnecté, et des lacs qui sont complètement remplis ici. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, puisque ça va montrer que les plaines alluviales sont des entités géologiques dynamiques, et que finalement, ces hétérogénéités sédimentaires qu'on va observer voilà, dans l'espace et dans le temps ici, sur ce bloc 3D, ça va générer des barrières au niveau de l'écoulement en profondeur dans les nappes phréatiques. Donc c'est ce qu'on voit sur le schéma ici. Donc voilà, on a des barrières de perméabilité qui sont constituées par ces anciens chenaux remplis par des dépôts argileux. Alors, la zone de la Bassée, c'est une zone qui est extrêmement intéressante pour étudier ce genre de processus. Voilà. On s'est intéressé à la partie qui est juste en aval de la confluence avec l'Yonne, en amont de Montereau. Donc on a une assez bonne connaissance depuis assez longtemps. Ça, c'est la carte de Ménien qui date de 1965. On a une assez bonne connaissance du paléo-réseau hydrographique. Vous avez le tracé de la Seine ici actuel en 1965, avant les aménagements en bleu. Et ce qui est écarté ici en noir, ça va être les anciens chenaux, qui sont remplis essentiellement par ces dépôts argileux. La question, c'est, donc on a une bonne connaissance en D2, mais quelle va être la correspondance de tout ça en profondeur, quelle va être la profondeur des chenaux, et donc à quel point tout ça, ça va constituer des barrières à l'écoulement de l'eau en profondeur. Donc ça va aussi nous renseigner sur l'histoire de l'évolution du cours de la Seine, sur la dynamique studiatile. Et pour bien comprendre tout ça, ça va être important de placer de la chronologie, et donc d'obtenir des âges. Et ce qui nous intéresse également, c'est de replacer toute cette dynamique des abandons des chenaux et l'évolution du cours de la Seine dans un contexte paléoclimatique. Donc les grandes questions qu'on essaye d'aborder dans cette action, ça va être déjà d'apporter un éclairage sur l'évolution géomorphologique de ces abandons, donc comment ça se produit, voilà, et surtout, on va utiliser pour ça des documents historiques, puisqu'on va se placer dans des échelles de temps où voilà, on avait déjà des occupations humaines. Et également, on va pour ça aussi analyser surtout le contenu sédimentaire associé à ces chenaux abandonnés. Et on va aussi caractériser les conditions paléo-environnementales et essentiellement les données climatiques qui sont synchrones de ces abandons de chenaux. Et tout ça, ça va nous permettre d'améliorer les modèles hydrogéologiques pour mieux simuler les écoulements dans la plaine de la Bassée. Alors, voilà, on a étudié différents sites. Vous avez ici la ville de Vimpel, ici la ville de Ballois. Vous avez le tracé de la Seine actuelle ici, et avec les anciens bras qui ont été abandonnés depuis les grands aménagements qui ont eu lieu dans la deuxième partie du XXe siècle. Donc vous voyez ici les différents chenaux de couleurs, ça va correspondre à d'anciens tracés de la Seine qui ont été reconstitués à partir notamment d'analyses des modèles numériques de terrain. Et en rouge, ça va correspondre aux zones auxquelles on s'est intéressé un petit peu plus en détail, sur lesquelles on a effectué des sondages à la tarière pour caractériser le remplissage sédimentaire. Alors les résultats qu'on va obtenir à partir de tout ça, ça va être, donc vous avez ici un transect dans le temps. Les petites étoiles, ça va correspondre à des zones qui ont été datées. Donc ce qu'on va analyser, c'est
C'est des morceaux de bois, des morceaux de charbon, des zones qui correspondent à des tourbières également, hein. Donc c'est des datations au carbone 14. Et donc ça va nous donner des informations extrêmement intéressantes sur la dynamique du remplissage. Et ce qu'on voit par exemple sur la zone de Vimpel, au niveau de la Vieille Seine, c'est qu'on a un chenal qui a été actif il y a assez longtemps, hein, au néolithique. Ce chenal, il a été rempli voilà, par des dépôts argileux. Il a cessé d'exister, il a cessé d'avoir une activité pendant plusieurs milliers d'années. Et il a été réoccupé voilà, par un cours plus récent depuis l'Antiquité. Donc ça, on le voit, hein, par le saut d'âge qu'on va avoir ici entre ces deux périodes. Et donc ça s'explique par le fait que les chenaux abandonnés, ça va rester des zones qui vont être topographiquement plus basses que le reste de la plaine alluviale, et donc qui peuvent être réoccupées dans le temps voilà, suite à une nouvelle crue qui se produit un petit peu plus tard. Ce qui est extrêmement intéressant ici aussi, c'est qu'on voit qu'on a de manière contemporaine des chenaux qui ont coexisté. Donc ici dans la zone de la Vieille Seine et au niveau de Noyen, on a des remplissages qui se produisent au même moment. Et donc ça nous montre que le cours de la Seine, voilà, il n'a pas eu la même dynamique au cours du temps, et qu'à certaines périodes, la Seine a été probablement un système anabranche. Ça se voit également puisque la taille de chenaux va être, et la profondeur des chenaux va être fluctuante dans le temps. Et donc là, on a des chenaux de plus petite taille au moment où on a ces chenaux contemporains. Voilà, ce qu'on a pu mettre en évidence aussi, c'est qu'on va avoir des zones où on a des dépôts qui sont plus vieux que ce qu'il y a en dessous. Donc ça, hein, c'est pas la rivière qui a fait des choses un petit peu bizarres, hein. Ça va témoigner de phases d'entretien par l'homme. Voilà, il y a probablement eu du curage et on a excavé des dépôts sédimentaires plus vieux pour les remettre par-dessus dans un chenal abandonné. Voilà. Donc il y a une zone sur laquelle on a travaillé un petit peu plus en détail, c'est le chenal de la Vieille Seine au niveau de Vimpel. Donc vous avez ici donc le tracé de la Seine actuelle et ce chenal qui se voit très bien au niveau du MNT, donc qui va constituer une zone de dépression topographique qui a été abandonnée, hein, donc le chenal, pardon, je reviens en arrière, de la Vieille Seine, c'est celui-là, voilà, qui a existé donc à deux périodes différentes. Donc on a fait différents sondages à la tarière. Voilà, c'est quelque chose qu'on va suivre sur plusieurs kilomètres de long. Voilà. Et donc on a également obtenu pas mal de datations, hein, notamment dans des parties tourbeuses. Et c'est sur cette zone, hein, sur ces forages, qu'on a pu obtenir des données de température grâce à différentes méthodes. Donc il y a des travaux au cours et des résultats déjà acquis que Arnaud va vous présenter juste après. Voilà, donc ce qu'on voit, c'est qu'on a un remplissage sédimentaire qui est extrêmement varié depuis l'amont jusqu'à l'amont vers l'aval. Voilà, au niveau de la coupe CC' que vous voyez ici, hein, on va avoir ici en jaune des dépôts sableux qui vont être dominants. Et ces dépôts sableux, en fait, ils vont correspondre au bouchon qui s'est établi au moment de l'abandon de ce chenal. Voilà, donc, et par-dessus, on va avoir un petit peu de dépôts argileux, hein, qui vont venir draper au moment où on va avoir des crues. Si on se dépasse un petit peu plus en aval, au niveau de la coupe ici des déprimes, donc ce qu'on voit, hein, c'est que voilà, on va avoir des dépôts d'accrétion de barres d'accrétion de méandre, hein, ici dans la partie interne de la boucle du méandre. On va avoir une surface d'érosion ici, qui va correspondre donc à la réoccupation de ce chenal un petit peu plus tard, à l'Antiquité, et par-dessus lequel, hein, on va avoir des dépôts argileux qui correspondent donc aux phases de débardement. Et si on se déplace encore plus en aval, au niveau de la coupe E', donc là, on va avoir majoritairement, hein, ces dépôts argileux qui vont venir se déposer ici. On est trop loin par rapport à la zone de connexion pour avoir des dépôts sableux qui peuvent passer par ici. Donc cette hétérogénéité au niveau du remplissage sédimentaire, elle va être extrêmement importante, hein, puisque ici on a quelque chose de très sableux qui va permettre voilà, à l'eau de passer au niveau, voilà, en profondeur au niveau du débardement de la nappe phréatique, et qui va rencontrer une barrière de perméabilité à partir du moment où on va arriver un petit peu plus loin dans le chenal. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit, hein, qu'on va sur le terrain
Au moment où on a des fortes pluies, quand le niveau de la nappe remonte, le chenal ici de la Vieille Seine se remet en eau, non pas par débordement, mais par remontée de la nappe phréatique. Hop, voilà. Donc tout ça, c'est des choses qui sont, au niveau de la dynamique sédimentaire, qui sont cohérents avec ce qu'on peut avoir au niveau des données archéologiques, notamment, ici, dans cette période-là, dans le chenal de la Vieille Seine, on va avoir une barque carolingienne qui a été retrouvée, qui a été excavée pendant des fouilles archéologiques et qui correspond bien avec le moment où on va commencer à abandonner ce chenal. Voilà. Je vais laisser la parole à Arnaud pour la suite, si ça me va, pour parler de la relation avec les températures. Merci beaucoup. Donc l'idée, effectivement, c'est d'acquérir des informations sur le contexte climatique historique qui est connu dans la littérature, mais le problème étant qu'on n'a aucune mesure directe des températures avant le 19e siècle. Et donc, pour en acquérir, on va avoir besoin d'indicateurs indirects et on va analyser le contenu, finalement, des archives sédimentaires. Donc, dans ce sens, on va aller regarder, il y a plein de marqueurs de types différents, de traceurs, d'indicateurs, et on va aller regarder des marqueurs d'origine biologique, donc produits par le vivant. L'intérêt, c'est que ce sont des composés qui vont résister dans le temps et qu'on va pouvoir retrouver sur des échelles de temps très longues dans les archives sédimentaires. Donc, ce sont des composés chimiques, notamment les marqueurs biologiques qui sont liés à des organismes spécifiques qui vont pouvoir fournir des informations sur le type d'organisme, mais aussi sur les conditions paléo-environnementales, que ce soit la température, en milieu marin, la salinité, ou sur l'âge dans lesquels elles ont été produites. Donc les biomarqueurs, il y en a de plein de types, et ce sont donc des molécules qui vont résister, comme je disais, dans le temps, qui sont préservées, et qui vont permettre d'identifier les organismes dont elles sont issues, et surtout, dans le cas qui nous intéresse, les conditions dans lesquelles elles ont été produites. Les marqueurs auxquels on va s'intéresser aujourd'hui sur l'archive de Wimpel, ce sont des composés qui proviennent des micro-organismes. Donc ici est représenté l'arbre de la vie. Donc il y a 3 grands domaines dans le vivant. Et les micro-organismes vont s'adapter en fonction des variations des conditions environnementales pour pouvoir survivre. Les micro-organismes, lorsque les paramètres environnementaux varient, comme le pH, la température, ils vont modifier la barrière, la membrane qui les protège du milieu extérieur, et donc on va utiliser ces variations naturelles de la composition organique de la membrane pour estimer les paramètres environnementaux qui étaient présents lorsque ces composés ont été biosynthétisés par les organismes. Donc c'est l'intérêt de ces marqueurs microbiens, c'est d'utiliser le vivant pour finalement remonter dans le passé. Donc parmi les composés existants, ceux qui sont largement utilisés par la communauté scientifique depuis les 15 dernières années, ce sont des composés qui proviennent de bactéries spécifiques qui n'ont pas encore été identifiés à ce jour, mais qui sont présents dans tous les milieux étudiés, qu'ils soient terrestres ou aquatiques. Donc ce sont des molécules, donc leur nom ce sont les tétraéthers. Le but c'est pas d'aller dans le détail. L'intérêt étant, c'est que ces molécules, elles ont différentes structures et leur structure est reliée aux variations des conditions environnementales. En particulier, le nombre de groupements ici que j'ai relié en vert, on va le voir, est relié à la température, c'est ce qui va nous intéresser. Et le nombre de cycles ici présents dans les différentes structures. Donc il existe plusieurs variantes de ces structures au sein des bactéries, va être relié au pH. Donc à ce jour, ces molécules sont le seul marqueur de température et de pH qu'on a pour pouvoir reconstruire ces paramètres en milieu terrestre. Donc, les études qui ont été effectuées au cours des 15 dernières années ont permis de développer des modèles, finalement, qui nous permettent, à partir de ces composés d'origine microbienne, de reconstruire la température et le pH dans des milieux très variés, que ce soit les sols et les tourbes ou les sédiments lacustres.
Donc ici, on voit tous les échantillons qui ont été analysés par la communauté scientifique au cours des 15 dernières années. Et suite à l'analyse de ces composés d'origine bactérienne, on peut développer différents modèles qui ont été proposés, soit au niveau mondial, soit au niveau régional, donc des modèles statistiques de plus en plus poussés qui nous permettent, donc ici un modèle qui date de l'an dernier, un modèle basé sur des statistiques bayésiennes à partir de plus de 660 échantillons, donc ce qui représente un très gros travail analytique et qui nous permet, donc, en regardant la variation de structure des composés, de reconstruire la température. Donc on observe la corrélation qui existe entre la variation de structure des composés et la température. Et plus récemment, donc un modèle qu'on a développé à Métis, basé sur du machine learning, donc du random forest, sur un petit peu plus d'échantillons, 775, donc qui nous montre, donc là c'est basé sur des sols dans l'actuel, puisqu'en fait la seule manière de calibrer cet outil, c'est en travaillant sur l'actuel, et on observe une bonne corrélation entre les températures annuelles de l'air observées, donc minimum air température, et la température prédite, avec un bon coefficient de corrélation. Alors il faut noter qu'on travaille sur du vivant, sur des marqueurs donc liés au vivant, et qui reste une erreur résiduelle de 4 à 6 degrés, liée au fait qu'il y a une incertitude liée aux facteurs environnementaux, autres que la température ou le pH, qui peuvent influencer les micro-organismes et donc les composés liés à ces derniers. Une production saisonnière, donc beaucoup de l'hétérogénéité des échantillons également. Donc il faut garder en tête les limites des outils qu'on a à disposition. Donc pour récupérer ces composés, juste pour voir très brièvement comment on réussit à les récupérer, on va partir du sédiment, donc de l'archive sédimentaire, qu'on va extraire avec un mélange de solvants. On va obtenir un très grand nombre de molécules, donc un mélange très complexe, qu'on va essayer de simplifier finalement en séparant les composés sur des colonnes. Donc on récupère un extrait liquide qu'on va ensuite analyser par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse pour pouvoir identifier les composés d'origine bactérienne. Donc on obtient ensuite un signal de ce type, typiquement sur un des échantillons de 20 pelles prélevés autour de 70 cm de profondeur, avec toute la diversité des composés qu'on peut retrouver et leur abondance relative. Donc ici en particulier, on va s'intéresser, donc comme je le disais, au tétraétherbactérien. On va déterminer l'abondance relative de chaque composé, de chaque pic, et appliquer les fonctions de transfert que j'ai présentées précédemment pour pouvoir reconstruire les paramètres environnementaux sur des échelles de temps plus ou moins longues. Il faut savoir, donc, quand on parle de ces composés, qu'ils ont été détectés dans des archives allant jusqu'au Jurassique, donc jusqu'à 200 millions d'années, donc ce qui montre bien la bonne préservation de ces composés au cours du temps. Donc là, dans un premier temps, sur l'archive de 20 pelles, la reconstruction du pH, on voit en fait, donc ça c'est l'époque actuelle, on remonte jusqu'à 1800 ans en arrière, on voit une très faible variation du pH qui montre que les conditions de dépôt n'ont pas varié de manière significative au cours du temps. Ce qui va nous intéresser plus, c'est la température. Donc, j'ai représenté ici différentes fonctions de transfert pour montrer que là aussi, le choix du modèle qu'on va appliquer va influencer globalement les résultats. Donc ici, les températures qui sont reconstruites à partir de ces modèles et donc de l'époque actuelle jusqu'au temps passé. Ce qu'on observe globalement, c'est qu'on a les mêmes, donc il y a 3 modèles différents qui ont été utilisés avec des modèles statistiques qui varient, régression linéaire multiple, le modèle de machine learning que j'ai présenté. Donc ça, c'est 2 modèles qui ont été développés sur les sols, et vu qu'on est sur des chenaux abandonnés, également on a testé une calibration lacustre, un modèle bayésien. On voit de manière globale qu'on a les mêmes tendances qualitatives au cours du temps, donc on va zoomer un petit peu plus après.
Mais si on s'intéresse aux températures absolues, on observe que le modèle Orange, donc qui correspond à un modèle machine learning, fournit sur l'actuel les températures les plus proches de celles qu'on peut attendre, autour d'une dizaine de degrés dans le bassin parisien. Donc c'est ce modèle qu'on a retenu pour zoomer un petit peu plus. Donc ici, je rappelle les grandes périodes climatiques qu'on peut attendre en fait au cours des 1800 dernières années. Et donc, si on zoome ici sur le modèle utilisé, on voit tout d'abord la période moderne, donc avec environ 11 degrés, et on retrouve ensuite, sur l'archive de Wimpel, les grands événements climatiques documentés dans la littérature. Donc, on observe un refroidissement qui correspond à une période bien connue, le petit âge glaciaire, d'environ 1,5 degré. Ensuite, un réchauffement au Moyen-Âge qui correspond à une période qu'on appelle l'optimum climatique médiéval. On observe ensuite un refroidissement à nouveau qui correspond dans la littérature à cette période appelée la période post-romaine ou Dark Age, et ensuite un réchauffement à nouveau qui correspond à l'optimum climatique romain. Donc l'intérêt de ce traceur, c'est de pouvoir reconstruire les principaux événements climatiques, et surtout on voit qu'on a réussi à le faire. Donc en conclusion, on a appliqué pour la première fois cette méthode sur une archive sédimentaire dans le bassin de la Seine à Wimpel, ce qui nous donne des résultats tout à fait satisfaisants, ce qui nous permet d'identifier les conditions climatiques au niveau des chenaux abandonnés, avec les principaux événements climatiques identifiés. On va encore aller un peu plus loin pour améliorer la robustesse des reconstructions en utilisant des marqueurs complémentaires, en travaillant notamment sur les coquilles qui sont préservées dans les sédiments, donc via les clumps isotopes des carbonates. Et en ce qui concerne le contexte paléo-environnemental, reconstruire également le couvert végétal, la végétation, notamment à partir du pollen et d'autres marqueurs, ce qui nous permettra in fine d'apporter un éclairage fin sur l'évolution géomorphologique et les conditions paléo-environnementales et climatiques d'abandon des chenaux de la Bassée. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Arnaud et Damien. Voilà, la Bassée qui est considérée comme un territoire servant par les habitants de la Bassée, servant la région parisienne. Là, il est servant pour les chercheurs, puisqu'il nous permet de vérifier que finalement, aussi sur ce territoire, nous avons eu le même climat que celui qui était attendu que l'on connaît pour l'Europe. En tout cas, c'est tout à fait fascinant de voir qu'effectivement ça marche et que ces anciens chenaux de la Seine ont beaucoup de choses encore à nous apprendre. La discussion est ouverte sur ce papier déjà, sur cette communication. Ensuite, je rappellerai tout le monde pour une discussion un peu plus générale si on a encore un peu de temps. Je ne vois rien du tout. Oui, j'ai vu. Merci pour cette présentation. J'avais une question sur la dernière partie, sur les indicateurs. Est-ce que les indicateurs traduisent la température de l'air ou la température de l'eau ? Alors là, les calibrations qui ont été effectuées, effectivement, ont été faites sur la température annuelle de l'air, parce que dans les bases de données climatiques mondiales, c'est les températures qui sont les plus faciles à obtenir. La température de l'eau étant beaucoup plus variable, donc toutes les calibrations elles sont effectuées sur l'air. Et pareil dans les sols, où il est considéré en première approximation, même si ce n'est pas du tout la réalité tout le temps, que la température de l'air est équivalente à celle des sols. Donc ça fait partie des approximations dans ces modèles.